Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonsoir, bienvenue dans Surprise interculturelle. Je vous dis bonsoir, je devrais vous dire bonjour parce que l'épisode sort le matin, mais ici c'est le soir. Je suis à Bogota. C'est un épisode qui sort pas comme d'habitude, pas le même jour. Je vous propose un uncut, comme on les appelle, donc un épisode qui va pas être coupé, un truc un peu frais et spontané sur la très bonne suggestion de Cécile Tovel du podcast, entre autres, mais notamment la maman du podcast Pop-In, que je vous conseille d'aller écouter. Cécile, si tu m'entends, et ben voilà, merci pour la suggestion. Je vous partage ça parce que pour la première fois, là, mardi, depuis 1 an et demi que ce podcast existe, même plus maintenant, j'ai pas sorti d'épisode. J'ai pas sorti d'épisode parce que je suis complètement sous l'eau. Et j'avais envie de vous expliquer pourquoi et de vous partager un petit peu tout ça. Je suis actuellement donc en Colombie. Je suis venue pour des raisons familiales un petit peu en urgence et j'avais prévu à la base de venir au mois de juin pour mon ONG Constellatio. Donc ceux qui me suivent depuis quelque temps connaissent déjà. Ceux qui ne connaissent pas trop le podcast ou qui ne me connaissent pas plus que ça, bah vous allez le découvrir. Donc Constellatio, c'est une ONG que j'ai créée en 2011. Ça fait 14 ans que ça existe. Et c'est une ONG qui éduque les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures, un peu partout autour du monde. Donc depuis 14 ans maintenant, on a mené des projets dans 16 pays différents, auprès de plus de 5300 enfants qui découvrent les autres cultures et qui découvrent aussi leur propre patrimoine culturel, qui apprennent à le partager, qui apprennent à en voir la valeur et à le protéger quelque part. Et donc, avec Constellatio, on porte un projet actuellement qui s'appelle Ursino, un projet sur les traditions culinaires des différents pays. L'idée étant de les amener à découvrir par eux-mêmes qu'en fait, il y a toujours eu de la diversité dans nos cultures et notamment dans nos assiettes, dans la cuisine traditionnelle. Donc voilà, donc c'est un projet qu'on mène dans plusieurs pays. À terme, on voudrait le mener dans 9 pays différents. Pour l'instant, il a été mené en France, en Italie, au Liban et au Maroc. Et donc là, on avait prévu de le faire en Colombie au mois de juin. Et puis, comme j'ai dû venir plus tôt et que pour des raisons personnelles, j'ai un peu tardé sur l'organisation, et ben, on s'est retrouvé un petit peu embêté parce qu'on ne pouvait plus le faire au mois de juin. Et donc, j'ai décidé de prolonger mon séjour colombien pour mener le projet là, maintenant, tout de suite. Et alors, c'est assez rigolo parce que, donc, évidemment, je vous parle toujours de différences culturelles. La Colombie, ça fait quand même partie de ces pays où, c'est pas toujours facile d'organiser à l'avance parce que ça se passe pas toujours comme prévu. Les gens disent oui, et puis après, des fois, c'est un peu non, mais peut-être pas aussi directement que ça. Et je dis souvent qu'il y a 2 facettes sur chaque élément culturel. Et la facette positive de cet élément culturel-là, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous racontais dans un des tout premiers épisodes sur l'Inde, où les choses se passent jamais comme prévu. C'est qu'en fait, du coup, on peut organiser des choses de manière hyper spontanée, hyper réactive, hyper dernière minute. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. Concrètement, quand je me suis rendu compte que le projet pouvait pas se faire en juin, qu'il fallait l'organiser maintenant tout de suite, et on était en Semaine Sainte. Donc, la Semaine Sainte en Colombie, c'est vraiment une fête importante. Et donc, en gros, le vendredi de la Semaine Sainte, le vendredi des Rameaux, je me rends compte que il faut que je commence la semaine suivante le projet si je veux que ça puisse se faire. J'ai la chance d'avoir été soutenue par un collègue assopreneur, Stéphane Olanier, d'une super asso qui s'appelle United Schools, à qui je raconte mes déboires en disant là, faut que je trouve un truc, faut que je trouve une solution maintenant tout de suite, et qui me dit attends, moi je collabore avec une école en Colombie, je te mets en lien. Il m'envoie le numéro de téléphone du directeur de l'école, Diego Pinson, à qui j'envoie un message, alors pas le vendredi des Rameaux parce que c'était vraiment une fête importante, donc j'attends le samedi, je lui envoie un message le samedi, je lui dis voilà ma situation, je suis obligée d'organiser ce projet là maintenant tout de suite, est-ce que ça t'intéresse pour ton école?
il me répond, il me dit, écoute, demain matin, on s'appelle, donc le dimanche de Pâques, quand même. Demain matin, on s'appelle et on en discute. Le dimanche, on s'appelle. Le dimanche après-midi, il me renvoie un message en me disant, j'ai parlé avec mon équipe, c'est OK, on commence demain. Donc voilà, donc lundi, il y a maintenant 3 semaines, j'ai débarqué dans cette école, donc le collège Montemorel à Chía. Chía, c'est une petite ville qui est en dehors de Bogota, pour rencontrer les élèves. Donc les élèves, ils ont 14 ans, ils sont ici en octavo, je pense que c'est l'équivalent en France de la 4e. Et donc j'ai lancé ce projet. Donc première phase, première semaine, c'est un collectage de recettes traditionnelles dans leur famille, dans leur communauté. Donc on a créé un formulaire de collectage avec un historien de l'alimentation qui s'appelle Loïc Bianassi, qui est quelqu'un de formidable, passionnant, qui a créé un super bouquin d'ailleurs. Allez voir ce qu'il fait, Loïc Bianassi. Et donc, on fournit ce formulaire aux élèves qui rentrent chez eux et qui collectent des recettes dans leur famille avec leurs parents, leurs grands-parents, les voisins, les voisines, etc., qui ramènent à l'école. Donc, il y a tout un formulaire qui va au-delà de la recette. C'est aussi, qu'est-ce que te rappelle ce plat? Est-ce que tu as des anecdotes qui sont liées? Qui est-ce qui cuisinait ça? Qui est-ce qui t'a transmis la recette? Est-ce que c'est plutôt un plat de fête, un plat du dimanche, quelque chose qu'on fait avec les restes? Et donc, ça permet de recréer du dialogue intergénérationnel, mais pas vertical comme ça se fait habituellement. C'est pas les anciens qui vont apprendre aux plus jeunes leur culture, ce sont vraiment les plus jeunes qui vont aller chercher l'information. Sur cette base-là, on mène une deuxième phase, la semaine 2, où nos élèves vont faire des recherches historiques eux-mêmes sur Internet, mais aussi avec l'aide d'historiens de l'alimentation. Donc là, on a été aidés par une historienne qui est super, dont j'ai oublié le nom de famille, Marine. En vrai, je devrais vous dire quand même le nom de famille, mais pour tout vous dire, je suis actuellement, vu que c'est un uncut, en train de chercher son nom de famille sur mon téléphone en parallèle. Comme ça, je vais vous dire ça parce que franchement, elle nous a tellement aidés que ce serait dommage de pas la citer. Et avec une telle patience et un tel enthousiasme, Marine Garrido. Voilà, Marine, si tu m'entends, merci tellement à toi. Et donc voilà, avec l'aide de cette historienne de l'alimentation, les élèves ont vérifié en fait quelle était l'origine des plats et des ingrédients qui composent les plats. Et donc l'idée de tout ça, c'est qu'ils puissent se rendre compte par eux-mêmes qu'il y a toujours eu de la diversité dans nos assiettes, que en fait nos recettes emblématiques traditionnelles aujourd'hui qui représentent nos pays, en fait, elles n'existeraient pas telles qu'elles sont aujourd'hui, avec la richesse qu'elles représentent, s'il n'y avait pas eu du dialogue avec d'autres cultures. Donc voilà un petit peu cette deuxième phase. Donc toujours vérifier les sources. On leur apprend aussi toutes ces compétences transversales. Vérifier les sources, se rapprocher d'experts, remettre en question ce qu'ils trouvent sur Internet et travailler en équipe. Et puis, sur cette base-là, on crée des textes pour qu'ils réalisent des vidéos. Donc, on a notre réalisateur fétiche, Simon Guillaumard, qui est venu... Je vous donne plein de noms, vous avez vu. Mais donc, Simon de Spoon Production, qui est juste absolument incroyable, qui est un très, très, très proche ami, est venu me rejoindre ici, à la va-vite, à la dernière minute, pour réaliser les vidéos avec les élèves, comme on a fait dans chacun des pays. Et donc, ce sont des capsules vidéo où les élèves expliquent en fait leur plat traditionnel et puis ils partagent le résultat de leur recherche. Donc voilà. Donc là, les vidéos, ça y est, tout a été filmé, tout a été enregistré. Il y a encore tout le montage à faire, qui est un travail énorme. Donc une petite pensée à l'équipe de Simon qui va monter tout ça. Mais donc voilà. En gros, ce qui s'est passé depuis 3 semaines, c'est que ça a été la course totale pour organiser tout en ultra dernière minute, mais avec une école qui est juste formidable, avec une équipe d'enseignants, le directeur, etc., qui ont été non seulement d'une patience incroyable, mais d'une flexibilité, mais juste absolument dingue. Moi, j'ai jamais vu ça. À nous dire, non mais voilà, là, vous avez 2 heures mercredi, mais par contre, s'il faut plus, on vous donnera plus, on s'organise, on s'adapte, enfin voilà. Et on a eu des élèves qui étaient ultra enthousiastes. Alors au début, ça reste des ados. Donc il y avait un peu un côté, ouais, bon, voilà, ok. Et en fait, assez rapidement, ils se sont vraiment pris au jeu. Pardon. Ils se sont vraiment pris au jeu et ils étaient passionnés, ils étaient hyper intéressés. C'était rigolo parce que en fait, il y a plein de choses où on pense vraiment que c'est juste ultra typique de chez nous et qu'en fait, n'existerait pas si il y avait pas eu ces échanges. Donc typiquement, il y a un sucre ici hyper typique qui s'appelle la panela. La panela, c'est un sucre qui se fait en faisant cuire en fait le jus de la canne à sucre.
Et l'eau s'évaporant, ça crée un sucre. Et donc c'est hyper typique colombien. Et les élèves, moi j'ai un élève qui me dit, il travaillait sur une des recettes, donc les cocadas, qui sont des sortes de petits rochers de noix de coco avec ce sucre panela qui est un peu comme le sucre muscovado, donc c'est du sucre non raffiné. Et il me dit non mais ça c'est colombien. Je lui dis t'es sûr? C'est fait avec quoi la panela? Bah avec la canne à sucre. Et la canne à sucre elle vient d'où? Bah elle vient de chez nous. Et bah va vérifier pour voir. Eh ben non, la canne à sucre, elle vient pas d'ici. Alors, je saurais même plus vous dire d'où elle vient parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Il faudra aller vérifier dans les vidéos qu'on va sortir. Mais donc voilà. Donc, il a découvert que oui, c'était hyper typique, mais ça venait aussi d'ailleurs et qu'en fait, bah, lui, il avait du mal. Il me disait non, mais moi, j'ai envie de parler des trucs qui sont vraiment colombiens. Et je dis mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est que ta culture, ton pays, elle a réussi à prendre quelque chose qui venait d'ailleurs. Et à le faire sien, en fait, à le transformer en quelque chose avec ses propres moyens, ses propres techniques, ses propres rituels, à le transformer en quelque chose d'hyper emblématique et hyper symbolique. Et donc, ils ont découvert ça. C'est pareil, il y avait une grande discussion sur les arepas. Les arepas, c'est vraiment typique d'ici. C'est des sortes de petites galettes, en fait, de maïs. Et le grand débat, c'est est-ce que les arepas sont colombiennes ou est-ce qu'elles sont vénézuéliennes, parce qu'elles sont aussi hyper consommées au Venezuela. Et c'était le grand débat dans la classe. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah c'était les deux, parce que c'est basé sur des traditions culinaires qui sont pré-colombiennes, qui sont pré-hispaniques, et du coup à l'époque bah il y avait pas en fait cette frontière entre le Venezuela et la Colombie, et donc les peuples de l'époque bah voilà, ils avaient des traditions qui étaient similaires. Et puis même avec la frontière, c'est pas parce qu'il y a une frontière que d'un côté et de l'autre les gens vont forcément manger des choses différentes, faire des choses différentes. Il y a des choses qui nous relient aussi au-delà des frontières. Donc voilà, donc toute l'idée de ce projet-là, c'était d'amener de la réflexion sur tout ça, et ça a été juste formidable. Et je suis hyper émue des réactions. On a interviewé aussi certains des élèves à la fin pour leur demander ce qu'ils avaient appris avec tout ça, et c'est beau quoi ce qu'ils disent. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça formidable, une des élèves qui dit, mais de façon ultra spontanée, bon bah c'est vrai que ça peut paraître un peu ennuyeux de faire des recherches comme ça, et en fait on s'est rendu compte en le faisant que mais c'était super intéressant. Donc voilà, donc c'est juste formidable. Et j'avais envie de partager ça avec vous sur de très très bonnes suggestions de Cécile. Il y a tellement de choses que j'ai envie de vous dire, et alors, je vais pas faire un podcast d'1h30 là-dessus, mais c'est touchant. Et c'est vrai que moi, mes métiers d'ailleurs, parce que j'ai plusieurs métiers, mais c'est pas toujours évident. On a toujours un peu l'impression de travailler dans le vide des fois, et puis là on se retrouve devant les élèves et on se dit waouh, ok, c'est pour ça que je fais tout ça. Mais là ça a été quand même vraiment sport, donc parce que j'ai organisé tout ça en deux jours. Mais il faut savoir qu'en parallèle j'avais l'assemblée générale de Constellatio, donc de l'ONG, à organiser. Quand c'est comme ça, il y a rapport d'activité, rapport financier, etc. Il faut créer les fichiers, il faut inviter les gens, faire en sorte qu'ils participent à l'AG. Là c'est génial, on était 25 en visio à participer. En parallèle, là, tout le mois de mai, on organise une grande marche et course solidaire. En fait, on organise un double truc. Une marche et course solidaire connectée. Donc, je vous invite à vous inscrire, à participer. Je vais mettre le lien en description de l'épisode. Mais en gros, tout le mois de mai, on propose aux gens de s'inscrire. Ça coûte 10 € pour s'inscrire à la course aux marches. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre, course aux marches, 5 ou 10 km. L'idée que ce soit vraiment accessible à un maximum de monde. On envoie le dossard par mail. Vous l'imprimez et puis vous le portez pour faire cette marche ou cette course où vous voulez, quand vous voulez, tout le mois de mai. Alors pourquoi c'est au mois de mai? Parce que le 21 mai, c'est la journée internationale pour la diversité culturelle, le dialogue et le développement. Donc voilà, on profite de cette occasion. Et le deuxième événement qu'on organise en parallèle, c'est une marche mondiale des écoles. Donc là, on fournit un kit pédagogique à des écoles de différents pays pour qu'ils réalisent un atelier d'1 heure sur la diversité culturelle et sur la paix, et qu'ils fassent une marche avec leur dossard qu'ils ont personnalisé, etc. Et on échange tout ça entre les écoles qui participent. Donc là, on a 2 écoles qui sont inscrites en France. On en a une ONG au Bénin, et l'école donc ici en Colombie qui va participer également. Donc je vais pas vous dire de bêtises, mais on attend entre 300 et 350 participants dans ces 3 pays. Donc voilà, donc faut porter tout ça. Et puis moi en parallèle, je suis quand même, c'est pas mon métier premier. Enfin,
En tout cas, c'est pas ma source de revenus première, mais je suis conférencière en entreprise sur les compétences interculturelles. Donc, les mêmes valeurs finalement que je partage avec les enfants et les ados, je les partage en entreprise pour amener les salariés, les managers à plus de performance et à plus de fluidité quand ils évoluent dans des contextes interculturels. Et donc, en parallèle, il faut aussi que je porte tout ça, que je communique là-dessus, que je partage mon travail et que je trouve des clients. Donc, autant vous dire que ces dernières semaines ont été très, très speed, sans même vous parler de ce qui se passe côté vie perso, parce que je suis pas venue là par hasard, mais ça, je vais le garder pour moi, et ceux qui me connaissent un petit peu plus le savent. Bref, donc voilà. J'avais envie de vous partager tout ça. Je me rends pas du tout compte depuis combien de temps je parle. Là, pour une fois, je vous mets pas de petite musique de fond parce qu'il est possible que vous entendiez les bruits de la rue de Bogota. On est vendredi soir là et c'est un petit peu la fête pour les autres plus que pour moi. Moi, ça y est, je suis KO. Et voilà. Donc, écoutez. Ce format un petit peu particulier, j'espère que ça vous aura plu. Je vais quand même normalement sortir le prochain épisode classique, donc solo, anecdote, la semaine prochaine. Je sais même pas vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas encore fait le montage. Mais rendez-vous mardi pour écouter tout ça. Et puis encore une fois, voilà, si vous voulez me soutenir, moi, vous pouvez me mettre en contact avec votre entreprise pour organiser une conférence. Si vous voulez soutenir Constellatio, vous pouvez adhérer, vous pouvez participer à la marche et course solidaire. Je vais mettre tous les liens en description, que ce soit pour l'adhésion ou pour la marche et course. C'est 10 € et c'est déductible d'impôt. Donc ça vous coûte 3,40 € pour l'année pour soutenir une belle ONG qui se démène depuis des années pour faire des belles choses avec un fonctionnement 100% bénévole. Donc tous les dons que vous faites et les cotisations, ça sert vraiment à financer nos projets sur place. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je vais vous laisser parce que moi je suis fatiguée. Puis et puis j'ai encore plein de choses qui m'attendent. Je vous partagerai tout ça, j'espère, sur les réseaux sociaux, même si là j'ai un peu besoin de faire une pause. Mais je pense bien à vous. Merci d'être là. Merci pour vos petits mots d'encouragement et de me dire mais si envoie-nous des nouvelles, même si c'est pas un truc hyper formel. Voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cet épisode. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez me mettre un petit mot. Je crois que vous pouvez faire un petit commentaire. Ou sinon, sur les réseaux sociaux, venez me dire tout ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.